qu'est-ce que ces objets ont en commun? Ils sont jetables, mais pas seulement. Ils sont jetables par défaut. Je veux dire par là qu'il faut faire un effort particulier, supplémentaire, si on veut se procurer le même objet en non jetable. Cette situation est unique et très récente si l'on considère l'histoire de l'humanité, ou même juste de la civilisation occidentale. En fait, pendant très longtemps, ça a été l'inverse. C'est la durabilité, la robustesse, l'inusabilité qui ont rendu les objets désirables et qui pouvaient être un argument de vente. Alors, comment en est-on arrivé là? On peut distinguer trois grands moments, trois grandes étapes. Tout d'abord, le processus d'industrialisation au XIXe siècle qui rend possible la production en série à moindre coût. Pour ne prendre qu'un exemple, le papier cesse d'être un matériau de luxe à partir des années 1860, au moment où on développe la pulpe de bois comme source de papier, et on voit ainsi apparaître les premiers objets jetables en papier, notamment les mouchoirs, mais également les cols de chemise qui se vendent énormément jusqu'aux années 1920 en papier. À noter qu'il y a là, à la même période, un autre événement qui contribue à développer l'engouement pour le papier, c'est l'ouverture commerciale du Japon en 1868 avec le début de l'ère Meiji, et très rapidement le Japon exporte des centaines de types d'objets en papier différents aux États-Unis. Alors, je m'appuie pour cet exemple et pour tous les suivants sur un très très bon ouvrage d'une historienne américaine, Susan Strasser, Wasted Want, qui revient sur les débuts, l'émergence de cette civilisation du jetable. Pendant plusieurs décennies, jusqu'aux années 1920, des objets jetables existent, mais ne constituent pas la norme de consommation. Et la plupart des ménages continuent à utiliser des récipients en céramique ou des mouchoirs en tissu plutôt qu'en papier. L'événement qui constitue véritablement une rupture, c'est donc la crise économique de 1929, qui est une crise de surproduction et donc de sous-consommation. À partir de là, les ménages sont encouragés à consommer pour soutenir l'économie nationale. Jusque-là, les deux arguments principaux utilisés pour promouvoir le tout jetable sont la simplicité, le confort d'utilisation, le fait que le jetable nécessite moins de travail domestique, c'est la notion de convenience, et deuxièmement, l'hygiène. Dans les années 1910, par exemple, on assiste à une véritable croisade aux États-Unis contre la tasse commune, le verre commun, que l'on trouve dans les trains et les drugstores avant d'être remplacés par des verres en carton. Ces changements prennent cependant du temps. En 1938, un sondage sur 53 000 ménages aux États-Unis révèle que seulement 19% des ménages possèdent des serviettes en papier, du sopalin, à la maison. Plus de 80% continuent donc à utiliser exclusivement des chiffons, des torchons en tissu. Quant au Kleenex, la marque est lancée en 1924 et si elle se développe rapidement, en 1940, la consommation reste inférieure à une boîte par personne par an. Aujourd'hui, toujours aux États-Unis, la consommation de mouchoirs en papier, toutes marques confondues, dépasse les 25 kg par an par personne. C'est donc le troisième moment de ce panorama qui porte véritablement le coup de grâce à la réutilisation des objets avec la Seconde Guerre mondiale et les années qui l'ont suivi, et ce, à trois niveaux. Le premier niveau, le plus évident, c'est qu'il s'agit de relancer l'économie, la consommation, rebâtir des villes qui ont été détruites, et on constate que la norme de construction dans le BTP, par exemple, change aussi dans l'après-guerre, un peu après, dans les années 50-60. On ne construit plus pour durer, pour les générations à venir, mais pour quelques décennies. Pour le deuxième niveau, je voudrais proposer l'idée qu'il y a une distorsion de la perception de ce qui constitue un déchet ou de l'acte même de jeter. Si on essaie de se replacer dans l'univers mental des Occidentaux au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le récit collectif, c'est que ce sont la science et la technologie qui ont permis de vaincre la barbarie. Il n'y a pas, ou peu dans ces années-là, de suspicion spontanée par rapport au progrès technique qui est forcément positif. Je grossis un peu le trait à dessein, mais pas tant que ça. Et c'est ainsi que, en 1946, on peut voir une publicité dans un magazine américain, il s'agit en l'occurrence de Good Housekeeping, qui dit « With quick frozen foods, you throw away nothing ». C'est-à-dire que on considère que les déchets à éviter, ce sont les déchets organiques, les épluchures, le gras, les têtes de poisson, ça c'est du déchet. Mais en revanche, le carton, le plastique, ça, c'est pas du déchet, en 1946. Le troisième niveau plus pernicieux, c'est que les consommateurs occidentaux sont encouragés à consommer, et à consommer du jetable, pour gagner la guerre froide.
la fibre patriotique qui avait ainsi déjà été sollicitée pendant la Grande Dépression pour relancer l'économie nationale, surtout aux États-Unis, est cette fois encouragée pour lutter contre un ennemi commun, et le fait de réutiliser un objet devient presque un repoussoir politique, une pratique assimilée au bloc de l'Est. À l'Ouest, promouvoir le tout jetable, c'est afficher une industrie prospère, un niveau de vie supérieur, une liberté qui font défaut aux pauvres communistes, obligés de faire la queue pour acheter des biens de première nécessité et de laver leurs mouchoirs en tissu plutôt que d'acheter une boîte de mouchoirs en papier. L'historien John Kouwenhoven affirme ainsi dès 1959 que l'abondance, le gaspillage et la démocratie sont intimement liés. Il écrit que les déchets ou le gaspillage, alors attention parce qu'en anglais c'est le même mot, déchets et gaspillage, waste, sont, au même titre que l'abondance, une conséquence de la démocratie. Aujourd'hui, en 2020, nos ennemis ont changé. Il ne s'agit plus de faire triompher le modèle politico-économique de l'Ouest, mais d'amorcer une transition qui, si nous avons de la chance, nous permettra de continuer à exister en tant que civilisation. Prendre conscience des valeurs implicites véhiculées par l'industrie des objets jetables est une première étape pour adopter des modes de consommation plus soutenables, en étant pas moins libres, mais libres différemment. Vive le non-jetable, vive la récup, vive la liberté.